Donc, écoutez, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici pour parler de Rabelais et pour parler de scatologie chez Rabelais. La scatologie fait partie des sujets sur lesquels je peux travailler et réfléchir. Et quand il m'a été donné l'occasion de travailler sur la scatologie chez Rabelais, eh bien, j'y suis allé à cœur joie. Et donc, voilà, quelques petites réflexions sur la scatologie chez Rabelais, notamment à partir du quart livre, mais j'étends le sujet un petit peu à d'autres choses. Le grand corps occidental à la Renaissance est incontestablement celui de Jésus. Outre l'iconographie abondante, il est le cœur symbolique et liturgique de l'Église catholique romaine. Si l'on connaît tout de la tête et des pieds du Christ, si son corps devient nourriture spirituelle, si la théologie de l'incarnation comme mystère de la présence de l'invisible divin dans le visible de l'incarnation bat son plein au moment où Michel-Ange imagine un corps idéal sans culpabilité ni honte animale, force est de constater qu'on ne connaît rien de la vie digestive de Jésus. Ces fluides corporels se résument à un peu de sueur pour le Saint-Suaire, beaucoup de sang pour le chemin de croix et la crucifixion, mais Jésus, durant ses 33 années d'existence terrestre, semble au-dessus de nos contingences intestinales. L'organique se heurtant à l'épiphanique. Léo Steinberg, dans son merveilleux essai intitulé La sexualité du Christ dans l'art de la Renaissance et son refoulement moderne, nous avait prévenu. La sexuation du Christ, cette volonté de montrer l'humain de Jésus dans la peinture de la Renaissance, a été rapidement refoulée, manière de maintenir cette opposition, cette rupture entre un principe matériel et un principe immatériel divin. Or, et pour le dire ici très schématiquement, la Renaissance, la pensée qui soulève et transforme les consciences intellectuelles et artistiques en Europe, relève de cette logique d'humanation, c'est le terme qu'utilise Léo Steinberg, donc de cette logique de la matière qui fait l'homme, au cœur de l'humanisme, le corps de l'homme comme corps, toutes les formes qui composent un corps vivant. Et un corps vivant est un corps digestif, qui ingère, digère, expulse. Frère Jean, face à la tempête, au chapitre 20 du quart livre, synthétise parfaitement cette vie digestive, donc dans le chapelet de Juron, tonner, diable, péter, rôter, fianter, brin pour la vague. Il y a chez Rabelais une présence de la scatologie dans toute son œuvre. On pourrait s'en tenir à la simple blague, au juron populaire, comme chez Frère Jean, que je viens de citer à l'instant. On peut aussi penser que la scatologie est moment du corps de la Renaissance et enjeu pour cerner la complexité de la pensée du corps à l'œuvre chez Rabelais. Donc la scatologie est matière à penser, ER, et matière à penser, EE. L'invention des livres chez Rabelais, c'est l'invention de monde. C'est littéralement une écriture comme une navigation, un mouvement perpétuel qui invente un lecteur plastique, car les livres ne sont jamais là où on les attend chez Rabelais. Les épisodes rabelaisiens ne sont jamais suite d'eux, mais véritablement toujours recommencement. Gargantua, 1534, n'est pas la suite de Pantagruel, 1532, le tiers-livre, 1546, déjoue l'effet d'attente en ne suivant pas les annonces finales de Pantagruel, idem pour le quart-livre de 1552, dont les stratégies d'écriture s'écartent radicalement de l'attente qui est celui de la fin du tiers-livre, puisque le tiers-livre indiquait la nécessité d'aller à la recherche de l'oracle de la dive bouteille pour savoir si Panurge devait ou non se marier. Cet effet d'attente est effacé dans le quart-livre. L'oracle et le mariage sont des prétextes vite effacés pour le plaisir des retrouvailles dans l'aventure, la découverte de mondes inconnus grâce à la navigation de l'équipage fraternel autour de Pantagruel et de Panurge.
D'île en île, l'équipage fait de curieuses rencontres ou évocations diverses, comme le géant Bringuenarille, mangeur de moulins à vent, ou l'anatomie impossible du monstre carême prenant, ennemi du peuple des andouilles, les êtres qui se nourrissent de vent sur l'île de Ruac, les papymanes dont la dévotion peut aller jusqu'à des jeunes mortels, ou encore l'île Gaster estomac, des gastérolâtres peu recommandables. Donc, on va essayer de voir ensemble, de livre en livre, la question de la scatologie chez Rabelais. Évidemment, la scatologie n'a pas bonne presse. Le déchet embarrasse, répugne, c'est l'immonde, c'est le puant, c'est ce qui nous ramène à notre matière humaine, alors qu'on se rêve tous dans le corps idéal d'une statue de Michel-Ange, justement. Seulement, les statues ne pètent pas. Les excréments sont l'ensemble des déchets et excrétions évacués naturellement par l'être humain, matière solide ou fluide. Donc, matière fécale, urine, mucus, sueur. Les matières fécales et urinaires sont très présentes dans Pantagruel et Gargantua. Le tiers-livre semble marquer un tournant. La scatologie s'y réduit à quelques plaisanteries, jeux de mots, et c'est assez diffus. C'est véritablement dans le quart-livre que la matière fécale va retrouver une place de choix. Mais avant d'en venir au quart-livre, quelques petits rappels. Souvenez-vous, dans Gargantua, bien avant le chat de Rodilardus de Panurge, à la fin du quart-livre, il y a le chat de Mars, qui sert de torche-cul, je cite, « Ces griffes qui me ulcérèrent tout le Pyrénées », dit Gargantua à ce moment-là à son père. C'est le chapitre 12 de Gargantua. C'est durant cet épisode scatologique que Grand Gousier découvre l'intelligence supérieure de son fils Gargantua. Donc il y a un premier rapprochement qu'on peut évidemment faire entre matière fécale et esprit. Second épisode scatologique célèbre le pissephore de Gargantua qui noie les Parisiens, allusion à l'état de la ville, et serait liée à l'étymologie de la ville de Paris. Dans Pantagruel, l'urine est également déversée à grands flots. Panurge se venge d'une dame parisienne grâce à une drogue qu'il répand sur ses vêtements. Il attire à elle tous les chiens de la ville qui urinent copieusement sur cette pauvre femme. Il y a également, bien sûr, le déluge urinal de Pantagruel qui noie ses ennemis grâce à son urine. Et n'oublions pas ce petit élément qui mérite quand même d'être rappelé, que c'est le P du géant qui engendre les pygmées, au chapitre 23. Mais c'est surtout la fin de Pantagruel qui révèle un extraordinaire moment scatologique qui mêle médecine, religion et matière fécale dans une joyeuse étendue. À la fin du livre, Pantagruel est malade, il a un problème gastrique, une constipation redoutable, doublée d'une chaude pisse qui va vite se transformer en pisse chaude, mais je laisse cet épisode. Une opération radicale et audacieuse est alors nécessaire, envoyer des hommes dans l'estomac de Pantagruel grâce à des capsules, comme des pilules, pour nettoyer la source du problème. Donc on va lire à la fin de Pantagruel une véritable catabase scatologique, et c'est par l'odeur que les ouvriers de l'estomac se guident vers, je cite, la matière fécale. On retrouve d'ailleurs la même expression, les mêmes mots, matière fécale, à la fin du quart-livre. Mais évidemment, ce qui est important de noter, c'est que les deux livres, Pantagruel et le quart-livre, se terminent quasiment sur une même ambiance scatologique. Évidemment, terminer deux livres sur une note scatologique n'est sans doute pas quelque chose d'anodin. La fin de Pantagruel, la fin du quart-livre sont deux grands moments parfaitement scatologiques. Donc il semble possible d'articuler la scatologie à la pensée humaniste. Si la matière fécale est évidemment un jeu ironique et satirique, chez Rabelais, cette présence du rire et du jeu n'évacue absolument pas les enjeux de pensée. Bien au contraire, l'humour rabelaisien est une porte d'entrée pour les réflexions les plus sérieuses et les plus profondes. C'est pourquoi
nous allons postuler ici que le rire scatologique est non seulement une pensée du corps, mais aussi une critique humaniste de la société et de la religion. C'est d'abord, évidemment, la question scatologique, c'est d'abord une question de langage. Les deux personnages, Panurge et Frère Jean, sont les deux grands chieurs du quart-livre. Ce sont eux qui disent le langage scatologique, mais ce sont aussi eux qui le font. Panurge étant au centre de cette double articulation entre le dire et le faire. Il s'agit d'abord donc de rappeler ce langage fleuri, mais si ce langage est fleuri, il est aussi lettré. Alors, de nombreux termes sont employés par Rabelais, les crottes animales, le brin, la merde, toutes les salissures possibles, le mot foireux, qui signifie à la fois diarrhée et être sali d'excréments, breneux, embrené, sali de brin, donc de merde, qui est méprisant. Le vocabulaire scatologique n'est pas seulement descriptif, il est aussi ludique, satirique, entre jurons, jeu de langage, chez Panurge, et surtout chez Frère Jean, qui a une place de choix dans le quart-livre. Brin, c'est merde à Rouen, tout chassé que hurenier. Ou cette brenasserie de révérence au sujet des règles de courtoisie en vigueur sur l'île de Chély. Ou encore à propos de Panurge, Frère Jean dit qu'il est laid, le plus rare de merde. Le plus rare de merde. Chapitre 19. C'est aussi la possibilité de jeux de mots péjoratifs. Dans la mésaventure de Bachet, un chicanou, de dire « Appelez-vous ceci fiançailles ? Je les appelle fiantailles de merde ». Alors le terme fiantaille est créé par Rabelais à partir du mot fiante, la fiante, et évidemment fiançailles ou fiantaille repose sur une proximité phonétique. Le langage scatologique a aussi ses lettres. Lorsque Panurge cite en les traduisant un poème de Catulle pour évoquer la constipation, il a lu un texte absolument détestable qui s'appelle les Décrétales, et il en est tout constipé, je reviendrai peut-être là-dessus, mais et donc c'est l'occasion pour lui de citer Catulle, et donc évidemment je vais vous citer la traduction du texte, qui est le suivant. En tout un an, tu ne chies 10 crottes, et si des mains tu les brises et frottes, Jeanne en pourra ton doigt souillé de air, car durs sont plus que fèves et pierres. Donc le personnage ici ne produit par an que 10 petites crottes, et il ne peut même pas être souillé par ces crottes, tellement elles sont dures, tellement elles sont aussi dures que des fèves et que des pierres. Catulle, qui était donc poète, critique satirique, et qui s'exprimait notamment dans des épigrammes célèbres, a notamment écrit un épigramme contre un historien qui s'appelait Volusius. Et dans le poème « Contre les annales de Volusius », il ouvre et clôt son épigramme par ces vers, en latin, « Annales Volusi cacata carta ». En traduction, les ouvrages de Volusius sont des papiers merdeux, ou des papiers couverts de merde, selon la traduction que l'on veut. Donc les cacata carta de Catulle, ça c'est dur, sont les références qui permettent à Frère Jean de transformer en torche-cul les décrétales, littéralement. Et donc de renvoyer à une grande description quasi anthropologique des formes et usages des torche-culs à la Renaissance. Et on a ces... On va laisser passer la matière qui fait sens avant de revenir à nos crottes. Donc oui, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait passionnant quand on traverse le quart-livre, c'est qu'on peut aussi avoir une lecture anthropologique du quart-livre où on va avoir
une véritable description des différentes formes de torche-cul qui existent et de manière de déféquer à la Renaissance. Donc, qu'utilise-t-on quand on a chié? Des torche-cul. Sur quoi peut-on s'asseoir? Eh bien, des chaises percées ou l'utilisation de pots de chambre. On retrouve tout ça dans le quart-livre. Mais surtout, la question de la scatologie, ça va être celle du corps du monde. Le corps, c'est le lieu de la scatologie, le lieu de la production de la matière fécale, comme de la matière du langage, de la langue. Il est au XVIe siècle un enjeu déterminant pour penser le monde. Le ventre et la fonction digestive sont au cœur de l'écriture du quart-livre. C'est à la fois une esthétique et une diététique. Rabelais, médecin, sait l'importance d'une bonne digestion. Le ventre est le point central du corps. C'est son point d'équilibre. C'est l'enjeu même de tout bon buveur. Mais attention, le buveur rabelaisien n'est pas simplement l'amateur de vin, c'est aussi une métaphore de l'expérience du savoir et du commun, une commune expérience d'un savoir partagé, d'une joie communiquée entre eux et au lecteur. Si boire est un principe de vie et de connaissance, une bonne digestion s'impose. Tout dysfonctionnement porte potentiellement les dangers de la mort. D'où l'obsession répétée autour des questions de purgation, de colique et de diarrhée. Alors, j'en ai parlé à propos de Pantagruel, mais évidemment, on retrouve ça dans le quart-livre. Même le diable, même Lucifer a des diarrhées, a des coliques. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le chapitre 46. Lucifer lui-même a des coliques. Bringnari mange des moulins à vent pour leur vertu purgative. Bon, sur conseil médical, il va aussi ingérer du beurre et c'est ce qui va le tuer. Bon, mais ça c'est une autre affaire. Mais ça renvoie toujours au conseil des médecins qui sont problématiques. Rabelais, qui est lui-même médecin, il se présente comme tel dès le titre du quart-livre. Eh bien, c'est une manière aussi de souligner qu'il y a une lecture médicale du quart-livre qui est tout à fait possible et que Rabelais nous conseille de faire, puisque dans la préface à Châtillon, il affirme la quasi-vertu thérapeutique du livre, ainsi que le rôle du rire. Il évoque la relation du médecin avec le malade et la maladie, et place la question de l'interprétation au cœur de l'action médicale, et donc au cœur de l'action de la lecture. De plus, l'examen des urines cité dans cette même préface à Châtillon renvoie à la pratique du diagnostic médical à partir des excréments, mais également à l'utilisation thérapeutique des excréments. Alors, il y a toute une tradition de l'urine comme boisson médicale. On a ça dès Hippocrate et Galien. Les excréments sont également d'excellents médicaments. Galien admet l'utilisation d'excréments animaux, le cataplasme de crottes de chèvre, de fientes de bœuf pour les plaies, la merde pour la sciatique ou l'application sur les piqûres. Certaines pilules purgatives sont à base de fientes et il existe une véritable pharmacopée excrémentielle. Bachelard en parle dans la formation de l'esprit scientifique. Il évoque la matière médicale de Geoffroy qui proposait un stercus nigrum qui est donc un médicament. Je vous en offre la recette. Donc vous prenez des crottes de rat. Elles sont infaillibles contre la constipation et si vous mêlez ces mêmes crottes de rat à du miel et un jus d'oignon, eh bien vous avez une décoction parfaite pour lutter contre la calvitie. C'est cadeau. Le quart-livre fait évidemment référence à ces pratiques médicales. C'est même la première occurrence scatologique dans le quart-livre. Dindonneau vante les valeurs thérapeutiques des crottes de ces moutons. De leurs crottes, mais qu'il ne vous déplaise, les médecins de nos pays guérissent 78 espèces de maladies. Donc,
Hein, acheter mes moutons, leurs crottes, ont des valeurs de guérison parfaite. Et Rabelais prolonge ce jeu satirique en remontant jusqu'à la tête, association de la tête et des crottes, car la tête de mouton ont, je cite, une mirifique décoction pour faire viander les chiens constipés du ventre. Donc la valeur purgative articulée au jeu de mots précédemment révélé, viander, fianter, donc pose une question médicale et humaine qui traverse tout le livre. Donc fianter et bien fianter. Il faut absolument bien chier pour être en bonne santé. Pour reprendre une expression d'un lecteur de Rabelais, Michael Screech, Michael Screech parle à propos de Rabelais d'un humour fécal. Il dit que Rabelais a un véritable humour fécal. Cet humour est omniprésent dans l'œuvre et tient une place particulièrement satirique dans le quart-livre. La scatologie est d'abord une approche du monde par le bas, par l'impropre, le repoussant. S'agit-il ici seulement de choquer et de jouer avec le lecteur ? Il est évidemment question de cela. L'humour rabelaisien est un jeu avec les références, jeu avec le langage, et puis, d'évidence, le bas, le ventre, le corps, la laideur, la fiente, le bas donc, est force de subversion. Subvertir l'ordre et le beau, dénoncer par la satire les formes du pouvoir et de la croyance par, justement, cette logique scatologique. Certes, le quart-livre dénonce les ventres des papymanes gastrolâtres, les mangeurs de vent qui perdent leur âme par le cul, ou carême prenant. Mais il ne faut pas oublier les ventres joyeux des banquets pantagruéliques. Les deux, évidemment, sont toujours maintenus ensemble. C'est ce que ce matin j'entendais ici même. Le fait que chez Rabelais est toujours maintenu ensemble une double articulation, une dialectique. Et ça n'est jamais l'idée qui consiste à user de la scatologie pour être dans une dénonciation. On va voir que la scatologie, elle a aussi une force de regroupement des buveurs ensemble. Alors, on a vu, on ne l'a pas vu, on va le voir plus précisément, Panurge, dans le quart-livre, a des problèmes de sphincter, mais son compagnon Épistémon n'en a aucun. Épistémon, c'est le philosophe droit dans toute l'œuvre et dans le quart-livre, et Épistémon, quand il écoute les décrétales, il n'en peut plus, et il le dit. Là, il n'y a pas de chaise percée, je vais sortir faire mes besoins dehors. Voilà. Donc il est dans cette posture où, dans une même situation, il peut utiliser un langage scatologique tout en maintenant sa position philosophique. La dimension ludique, donc, est au cœur du projet rabelaisien. Le rire rabelaisien s'inscrit dans le projet humaniste de l'ensemble des livres. Et de ce point de vue, la scatologie est le point d'articulation entre le rire et le sérieux, le rire et les implications morales ou politiques. Car la merde, comme point de rupture, est ce qui ramène au réel. L'humour fécal accompagne une condamnation critique satirique. Mais elle est aussi une force d'affirmation, à commencer par l'affirmation du réel. Dans un article qui n'est pas traduit en français, mais qui en français s'intitule « Le docteur Rabelais et la médecine de la scatologie », un auteur américain qui s'appelle David LaGuardia insiste sur la place des excréments dans la pensée médicale et sur le rôle de la purgation dans les chroniques pantagruéliques. Lui aussi articule l'excrément à la pensée. Il y a une relation entre l'estomac et le cerveau. Le cerveau comme lieu de conscience, la vie du ventre participe pleinement de l'esprit. Rabelais renverse le paradigme de la scatologie comme dimension mortifère. L'idée que la matière fécale serait un signe de mort et de corruption, une pensée proche de l'idéologie chrétienne médiévale du contemptus mundi, ce qui est encore fort présente évidemment à la Renaissance dans la spiritualité monastique. Donc cette idée de l'homme comme cloaque,
du mépris du corps et du mépris du bas, eh bien, chez Rabelais, il va y avoir une affirmation forte de la vie des hommes et d'une immanence pouvant renouveler la vie spirituelle. Sa vision de la médecine va dans ce sens. La médecine soutient la nature et la volonté de Dieu, mais la maladie n'est plus une sanction d'impiété. Donc la pédagogie de l'esprit rabelaisien, par exemple le programme éducatif de Ponocrates pour Gargantua, inclut l'excrétion comme élément naturel et vital. La pédagogie produit une diététique entre joie, gaieté, salut, où la santé du corps s'envisage comme forme de santé et forme de l'esprit. Et il y a chez Rabelais une véritable obstination du réel scatologique. Achever quasiment le quart-livre sur une note scatologique est un choix délibéré et une affirmation singulière. La fin occuperait une fonction régénératrice et affirmative. Dans le livre, Panurge et Pantagruel occupent la place finale du volume. Pantagruel a été tout au long du quart-livre un personnage en retrait, qui s'absente du récit, qui n'apparaît dans l'action qu'à des moments opportuns. Quelques colères, quelques marques de refus pour signifier sa position. Il apparaît dans le quart-livre comme un modèle qui se hisse au-dessus de la mêlée. Et sa position semble progressivement, au cours du livre, inconciliable avec celle de Panurge, qui ne cesse d'être soumis à son corps, à sa physiologie, à cette peur viscérale que l'on retrouve à la fin du livre. Panurge passe son temps à se chier dessus. Il y a une tempête et paf, et à la fin du livre, il y a des coups de semonces de canon et il va remonter complètement couvert de sa propre merde parce qu'il a eu peur. Voilà, on se dit, et le livre va se terminer là-dessus, on se dit, Pantagruel, Pantagruel dans le quart-livre, pleure à l'évocation de la mort de Pan. L'évocation de la mort de Pan, c'est l'évocation de la mort du Christ. Et dans cet épisode, il y a une très grande profondeur qui signifie la place qu'occupe désormais Pantagruel dans ce retrait qui n'est absolument pas celui du premier livre de Pantagruel. Et donc on se demande comment ces deux-là vont se retrouver. Comment est-il possible que la hauteur dans laquelle est Pantagruel puisse revenir vers ce Panurge qui continue d'être constamment foireux et embrené. Alors, Panurge a peur, c'est incontestable, c'est l'éternel froussard de ce point de vue, Panurge, mais peut-être que sa peur, on peut la penser autrement. Il a peur, il commet des erreurs de jugement, bien sûr, mais peut-être qu'elles ne sont que pour partie les siennes. Parce que dans tout ce qu'affrontent les personnages du quart-livre, ces personnages qui vont naviguer d'île en île affrontent d'abord le dérèglement du monde. Ils sont affectés par les dérives du monde. La dérive prend donc à ce moment-là un autre sens. Ce n'est pas la flotte de Pantagruel qui dérive, c'est littéralement le monde autour d'eux qui est à la dérive, qui provoque les surprises plus ou moins heureuses du voyage. Donc de ce point de vue, la peur de Panurge n'est peut-être que l'expression d'une peur qui n'est pas qu'une peur viscérale intérieure et intime, mais qui est déjà l'expression d'une peur qui est celle du dérèglement du monde. On peut alors envisager le sérieux et la raideur de Pantagruel à cette aune, comme l'affreuse peur qui submerge Panurge. Et le final de ce livre va fonctionner comme un renversement. La fin du livre, qui est une fin scatologique, va rapprocher Pantagruel et Panurge.
Que se passe-t-il? Panurge remonte sur le pont. Il a un chat dont il s'est servi de torche-cul. Il est couvert de merde. Quelle va être la première chose que va faire Pantagruel? Il va rire. Il n'a pas beaucoup ri pendant le quart-livre, Pantagruel. Il n'a pas beaucoup ri au monde qu'il a vu autour de lui d'île en île. Et là, le premier geste qui est celui de Pantagruel, eh bien, la première reconnaissance, si vous voulez, de son ami et de l'amitié qu'il a pour Panurge, c'est le rire. Il rit. Une des premières fonctions de la scatologie, c'est bien évidemment celle de provoquer le rire. Donc le rire va être le lien entre Pantagruel et ses compagnons, et qui va être aussi l'accomplissement de la force subversive et drôlactique de la scatologie, mise en scène par Panurge. Et donc on va avoir une sorte de feu d'artifice à la fin. Hein, je vous lis juste ce dernier passage. Où évidemment Frère Jean se moque de Panurge. Allez, dit Pantagruel, allez, Depardieu, prendre un bain chaud, vous nettoyer, vous remettre, prendre une chemise blanche et changer de vêtements. Dites-vous, répondit Panurge, que j'ai peur? Pas le moins du monde. Je suis par la vertu Dieu plus courageux que si j'avais avalé autant de mouches qu'on en met dans Paris depuis la Saint-Jean jusqu'à la Toussaint. Ah ouais? Que diable est ceci? Appelez-vous ceci foire, brin, crotte, merde, fiente, déjection, matière fécale, excrément, repère, laisse, chure, fumée, étron, cibale ou spirate. C'est, je crois, safran d'Espagne. Oh, c'est safran d'Espagne. Alléluia, buvons. Et ça se termine là-dessus. On a 15 termes qui vont faire cette long enchaînement-là. 15 termes qui vont évidemment participer du goût accumulatif de Rabelais, comme une sorte de feu d'artifice qui va du plus scatologique au plus sérieux, et qui va véritablement provoquer le retour de l'équipage ensemble, le retour de l'équipage dans ce commun, dans cette communauté, précédé du rire de Pantagruel, et qui se termine par cet appel au buvons. Qui termine le livre après donc ces 15 termes, ces 15 substantifs qui vont renvoyer à la question de la scatologie. Donc ici, la fin va être celle d'un rire qui déplace, d'un rire polyvalent, qui est à la fois signe du corps, affirmation d'une incarnation, mais ensuite idée d'un commun, d'une communauté, qui va se poursuivre et se prolonger à partir de ce motif scatologique, martelé, 15 substantifs. Après le rire de Pantagruel, celui de Panurge, eh bien c'est le buvon. Mais attention, encore une fois, c'est ce buvon qui fait le lien. Mais ce buvon, c'est l'affirmation d'une action au présent et d'une première personne du pluriel. C'est être dans l'expérience. Affirmation finale d'une communion des pentagruéliques, incluant le lecteur, car évidemment, il y a une double adresse dans ce buvon final. Adresse à la compagnie sur le bateau, adresse au lecteur, à l'image de l'appel initial de la santé. Buvon, c'est l'expérience du savoir. C'est la lecture et l'écoute de la lecture. Une expérience du commun. Donc c'est un appel à la joie pentagruélique et le lien avec le lecteur et avec tous les autres textes de Rabelais. Puisque ça, véritablement, ce motif final du buvon, c'est le mot de Grand Gosier. C'est bien chier, chanter, buvons. C'est bien chier, chanter, buvons. Donc vous voyez l'articulation qui s'opère ici. C'est aussi le buvon de Thélème. Si quelqu'un ou quelqu'une disait buvons, tous buvaient. C'est aussi le à boire de la naissance de Gargantua.
Et c'est également le prologue de Gargantua qui s'ouvre par « Buveurs très illustres » ou, au tiers-livre, « Bonnes gens, buveurs très illustres ». Et puis, l'effet d'écho et de cohérence serait finalement encore plus fort si cette expérience de la lecture et de la pensée qui fait lien et communauté, ce commun des buveurs, c'est aussi la filiation de Rabelais avec Erasme, qui termine son éloge de la folie par un autre buvon, puisque, je cite, l'éloge de la folie se termine par « Eh bien, portez-vous bien, applaudissez, vivez, buvez, très illustre, initié de Maria ». Évidemment, la relation entre Erasme et Rabelais se retrouve dans ce buvon final. Donc l'art de Rabelais, c'est bien celui du contre-pied et du contre-temps. Il prend à revers nos habitudes de pensée, sans oublier que son projet, c'est toujours celui du rire, et donc il choisit les formes satiriques et les dangers du rire scatologique comme un moment toujours radical entre farce, critique satirique, critique des religions, laquelle critique des religions passe par une critique des ventres, une manière d'affirmer l'homme à partir de son corps, à partir de tout son corps.